Y a-t-il une vie sous les glaces polaires? La question est au cœur du projet Under the Pole à la barre. Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou qui s'apprêtent à quitter les côtes bretonnes pour une troisième expédition. Les deux plongeurs de l'extrême font escale sur notre plateau. Bonsoir Emmanuel Perrier-Bardou. Merci d'être avec nous. Vous êtes la co-organisatrice de cette expédition. Avec nous également ce soir Guylain Bardou, bienvenue également. Vous êtes le chef de l'expédition Under the Pole, sous le pôle. Bonsoir. Emmanuel Perrier-Bardou, le 20 mai très précisément, c'est dans 17 jours. Vous quittez le port français de Concarneau en Bretagne à bord de la goélette Wye. Quel est au juste le programme de cette expédition et combien de temps ça va durer ? Alors c'est une expédition de 3 ans, d'un pôle à l'autre, donc de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Pacifique. Donc ça commence cet été, en effet on va naviguer jusqu'au Groenland, puis après on va emprunter le mythique passage du Nord-Ouest et le bateau passera ensuite l'hiver en Alaska. D'où on repartira au printemps prochain pour passer 15 mois en Polynésie française. Et ensuite, on partira vers l'Antarctique et on rentrera dans 3 ans donc par l'océan Atlantique. Alors, vous êtes tous les deux, je le disais, des plongeurs de l'extrême. Votre odyssée sera d'ailleurs ponctuée de centaines de plongées, ce que vous avez déjà fait par le passé lors des 2 premières expéditions. Quel est au juste l'objectif de cette 3e édition d'Under the Pole ? C'est une étude, c'est une exploration de la Twilight Zone, ce qu'on appelle d'un point de vue scientifique la zone mésophotique, la zone crépusculaire. Concrètement, c'est une zone plus profonde, entre 50 et 150 mètres, ça va être notre zone d'exploration, parfois ça peut aller un petit peu au-delà. C'est une zone littorale, mais plus profonde que ce qu'on a pu l'explorer finalement depuis 50 ans que l'homme plonge quelque part, parce que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont émergé des nouvelles technologies de plongée, de nouveaux scaphandres, de nouvelles techniques qui ouvrent un nouveau champ exploratoire. Voilà. Et nous, on commence par l'Arctique, avec un certain nombre de programmes sur les espèces bioluminescentes, biofluorescentes, et on continuera, mais toujours avec comme guideline un peu cette exploration des zones profondes. Alors justement, on évoque souvent dans l'actualité scientifique l'espace, notamment la planète Mars, la planète rouge. Y a-t-il de l'eau et donc potentiellement une possibilité de vie sur d'autres planètes? On parle rarement des océans qui représentent pourtant 70% de la surface de la Terre. Que peut-on trouver dans ces zones abyssales? Au-delà des espèces, enfin vous disiez des substances biofluorescentes. Il reste énormément à découvrir dans les océans, c'est une certitude. Tous les océanographes, tous les biologistes le savent, le disent. On entend parfois que seulement 5 à 10% des espèces ont été découvertes dans les océans, ce qui laisse donc dire que 90% des espèces sont encore à découvrir. Il y a un travail colossal à faire, en particulier dans les régions polaires, qui ne sont ouvertes à l'exploration sous-marine que finalement depuis quelques années. C'est des zones qui sont lointaines, qui sont difficiles, qui sont complexes. Plonger profond dans les régions polaires, c'est un parcours du combattant. Ouais. Voilà, donc il y a un champ d'exploration colossal, et petit à petit, justement, en collaborant, en mettant en place des programmes qui font appel à différents moyens, des moyens scientifiques, des moyens logistiques, on peut petit à petit reculer ces frontières. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de choses qui sont en train d'émerger. Quel est l'enjeu, Emmanuel Perrier-Bardou? En quoi est-ce primordial d'améliorer nos connaissances scientifiques sur ces milieux abyssaux? J'aurais envie de dire qu'avant d'aller explorer les autres planètes, on a la nôtre là aujourd'hui, qu'on sait qu'il est important de protéger à tout prix et le plus rapidement possible. Et c'est aussi une évidence qu'on protège ce qu'on connaît. En tout cas, on protège mieux ce qu'on connaît. Donc aujourd'hui, nous, c'est une partie de notre travail, c'est montrer qu'il y a de la biodiversité, montrer que ces espèces existent, c'est aussi dire elles sont là, il faut les protéger, elles sont importantes. Donc c'est aussi donner des clés pour la protection des océans. Alors on vous voit à l'image, bien entendu, on découvre vos expéditions précédentes. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne le sait pas, est-ce que le réchauffement climatique et la main de l'homme a un impact sur ce fond marin ?
Oui, bien sûr que c'est un impact, bien sûr qu'on le sait. Aujourd'hui, toute la communauté scientifique, ou presque, j'ai envie de dire, est d'accord là-dessus. Au-delà de ça, nous, on a passé 2 ans au Groenland, et c'est aussi la parole des gens qui vivent sur place qui est importante et qui disent oui, ça change, oui, les poissons qu'on pêche ne sont plus tout à fait les mêmes. Non, la banquise n'est plus aussi présente qu'avant, notre territoire a diminué, et c'est aussi ce message que nous, on porte ici. Qu'est-ce que ça nécessite comme préparation? Dans quelques semaines, vous allez prendre le départ. Qu'est-ce que ça nécessite comme entraînement, y compris physiquement? Alors, je fais une grosse différence entre, par exemple, notre première expédition au pôle Nord, où on tirait des traîneaux de 140 kilos, où on avait un entraînement physique avant de partir intense, plusieurs dizaines d'heures par semaine de musculation et d'entraînement, avec aujourd'hui où on est en bateau, c'est moins engagé d'un point de vue physique. Bon, malgré tout, ça demande une excellente condition physique. Voilà, nous, on fait du rameur, on fait des footings avec notre chien husky, on s'entretient, mais on n'est pas des surhommes surentraînés, on est, je dirais, en bonne santé. Voilà. Mais les programmes de plongée nécessitent par contre de l'expérience. Voilà. C'est quand même des plongées qui peuvent être difficiles, qui peuvent être engagées. Le froid, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est souvent douloureux même en plongée. Donc il y a un niveau d'excellence. C'est quoi vos records d'ailleurs à tous les deux en termes de plongée? C'est des plongées qui durent plusieurs heures, dans tous les cas de figure, moins dans les régions froides que dans les régions chaudes, à cause du froid. Mais c'est des plongées qui durent très, très facilement 2-3 heures, et puis on plonge au-delà de 100 mètres aujourd'hui. Sur Under the Pole 2, on avait réalisé les premières plongées au-delà de 100 mètres, et aujourd'hui on va les répéter, mais avec une application scientifique directe qui sera justement l'étude de la bioluminescence et de la biofluorescence en Arctique. Alors vous êtes un couple d'aventuriers, un couple scientifique, un couple à la vie et également. Vous évoquiez le Groenland, vous avez rencontré des Inuits, vous avez aussi touché au plus près la faune sauvage à terre ou alors sous la banquise. Une aventure scientifique donc, mais aussi humaine. Qu'est-ce que cela vous apporte sur un plan personnel ? Moi, je pense que c'est l'essentiel de la vie aussi. C'est une des choses les plus importantes. Arriver à trouver l'équilibre humain pour soi et puis dans notre rapport aux autres. Je crois que l'alchimie qu'on a réussi à mettre en place au sein des équipes North Pole fonctionne très très bien. Vous êtes une dizaine au total à bord de la goélette. Aujourd'hui, on est une quinzaine de permanents, je dirais, à travailler sur le projet. Mais après, North Pole 2, ça a regroupé 55 personnes qui sont reliées à bord. North Pole 3, ce sera certainement plus proche de 50-100 personnes. C'est des équipes importantes. C'est une mixité aussi de profils. On a des besoins très variés, que ce soit pour faire la cuisine. On a des médecins, on a des scientifiques, on a des plongeurs, on a des plongeurs spécialisés profonds. On a des caméramans, des photographes, des pédagogues, des professeurs. Voilà. C'est beaucoup de métiers finalement qui se regroupent et qui travaillent dans le même sens. Voilà, on est tous portés par la passion, d'abord la passion pour l'exploration, la passion pour la transmission, et puis l'envie d'inspirer, je pense, à nos concitoyens, comme nous on a été inspirés hier par des grands noms qui nous ont certainement mis sur cette voie. Lesquels, par exemple? Je pense évidemment au commandant Cousteau, je pense à Jean-Louis Etienne, avec qui on a travaillé, Manuel et moi, et qui nous a beaucoup donné. Et aujourd'hui, voilà, nous, on est prêts aussi à donner aux équipes qui travaillent avec nous, au grand public en général, et en particulier aux plus jeunes aujourd'hui qui construiront le monde de demain. Un équilibre, je le disais, enfin vous le disiez, un équilibre familial y compris. Vous avez décidé il y a 2 ans d'emmener votre enfant qui n'avait que 3 ans, il a 5 ans aujourd'hui. Vous avez eu un deuxième enfant, 1 an, on ne va pas dévoiler toute votre vie privée, mais tout de même c'est un choix de décider de partir à bord de cette expédition qui va durer 3 ans avec eux. C'est un choix, en fait, c'est notre... voilà, il y a un moment donné, il s'impose que c'est notre métier, c'est notre, voilà, c'est notre façon de vivre. Donc oui, quand Robin est arrivé, naturellement, il est parti avec nous. Et puis, là, Tom est arrivé et on part en famille, on part avec nos équipes, avec notre famille, nos enfants sont dans le bateau. Et voilà, et c'est... c'est sûr que c'est formidable de Comment pouvoir... il réagit quand il voit, par exemple, cette image? Racontez-nous cette image. Ouais, il est tout sourire. Disons que, oui, là, en fait, il est comme un enfant devant un animal sauvage. J'ai envie de dire, un enfant de 2 ans qui voit une vache de très près, il est toujours content et surpris. Les vaches de Robin, c'était des phoques et des ours polaires.
Il a été plutôt étonné à son retour devant des animaux un peu, on va dire, banals, que devant les phoques, les ours et les baleines qu'il croisait au quotidien. Vous coupez totalement du monde, vous êtes déconnecté, pas de télévision, pas d'internet lorsque vous partez de la sorte? Alors on a Internet pour les besoins professionnels. Alors ça dépend, parfois on est complètement coupé d'Internet parce qu'on est loin de tout, mais dès qu'on en a la possibilité, on se connecte. Oui, d'une certaine manière, on se coupe du monde. On n'est pas non plus, on se veut pas être des marginaux, on veut pas être coupé de la vraie vie. Voilà, simplement, on profite de notre vie telle qu'on l'a construite. On est même finalement très connectés, et ça c'est un peu aussi Lié à... le paradoxe du monde dans lequel on vit, c'est que on est certes au bout du monde sur des projets qui se veulent par définition au bout du monde, parce qu'on a envie d'aller explorer justement là où l'œil humain n'a pas encore porté son regard, mais en même temps pour mener des projets de cette nature, c'est un travail colossal, c'est des réseaux, c'est des équipes, et donc on est connecté en permanence. Un mot peut-être pour finir sur ce bateau et son histoire. Il s'appelle le Why, W-H-Y. Pourquoi, si on traduit. Racontez-nous son histoire. Vous l'avez racheté à un Breton qui l'avait construit il y a 30 ans. Hein. C'est ça, on revenait de la première expédition et on savait qu'on allait repartir, mais pour des programmes plus lourds en région polaire, il nous fallait un bateau, parce que en région polaire, on a beaucoup de matériel, et puis en plongée encore plus. C'est un voilier, 19 mètres. C'est un voilier, une goélette, donc avec 2 mâts égaux, qui fait presque 20 mètres, qui est un formidable bateau d'expédition qui permet de travailler à 12 à bord avec beaucoup de matériel. Et on l'a rencontré, ça a été une rencontre. Pendant 2 ans et demi, on a discuté avec ses propriétaires. Effectivement, il a été mis en chantier en 1984. Et je dis souvent, c'est un vieux bateau neuf, en ce sens que quand on l'a racheté, il avait encore jamais navigué. Et pourtant, il avait déjà 30 ans. Il n'était pas tout à fait terminé. Et le souffle de la deuxième expédition l'a emmené en mer. Et on a fait cette première expédition au Groenland. Et là, dans quelques jours, on repart pour la deuxième. Voilà. Justement, pour finir, en quelques mots, que représente pour vous cette goélette? C'est chez nous. En fait, plus, pour moi en tout cas, plus encore qu'ailleurs ou que nulle part ailleurs, c'est chez nous, c'est des souvenirs incroyables, c'est comment dire, c'est notre arche de Noé à nous, quoi, qui nous a emmenés au bout du monde pour tout ça. Merci beaucoup Guylain Bardou et Emmanuel Perrier-Bardou d'avoir répondu à nos questions. Vous partez bientôt, vous larguez les amarres bientôt donc de Concarneau en Bretagne. Merci à vous. Merci.